Bonjour Dominique. Bonjour Lilia. Je voudrais qu'on reparle du thème de l'épisode précédent sur les abus sexuels, parce que ça a réveillé en moi différents questionnements, c'est-à-dire l'idée de la vengeance de la mère du masculin sur ses enfants. Mhm. Oui, euh, tu vois, la vengeance de la mère sur ses enfants, mâles en particulier, hein, là, il s'agit de ça. Euh, ça rentre dans un cadre plus global de comment le fils est impacté par la relation que la mère a eue avec son père et avec son propre père et la relation amoureuse, entre guillemets, de son conjoint, le père de l'enfant mâle. Ok, Donc, et c'est de l'expérience, à travers l'expérience de la mère, comment elle va se comporter avec son ou ses fils mâles, ses garçons. Et il y a ce qui peut être complètement de l'ordre de l'inconscient, qui passe à travers des attitudes. Et il peut y avoir des actes directs aussi, de la façon concrète dont la mère s'occupe des enfants et qui peut aller jusqu'à des contre-abus, je dirais, des abus de la mère de type revanche contre le masculin. Mais déjà, dans le cadre plus général, il y a un processus extrêmement important. Euh, quand je ne peux pas, quand pour une femme, elle ne peut pas accepter le père qu'elle a eu et ce que ça représente de son rapport au monde masculin et que le père, par exemple, je me rappelle une personne dont le père de la mère courait les femmes, tout dépensé, la fortune familiale héréditaire depuis des générations, des centaines d'années, tout dilapidé pour aller aux jeux d'argent, etc. Et tu vois ce que peut ressentir une fille devant un homme comme ça et comment sa mère elle-même a vécu, donc la grand-mère de l'enfant garçon a vécu son mari. Tu vois, c'est tout des enchevêtrements généalogiques. Et là, quand en plus de ça, en répétition, la mère a choisi un mari ou un père, pas nécessairement un mari, mais en tout cas un père pour ses enfants, pour cet enfant mâle-là précisément, qui est aussi euh, qu'elle ne peut pas accepter en fait que profondément un homme vieux qui devient violent, un homme qui est là j'ai des cas tout de suite qui viennent en tête, un homme qui s'avère finalement après la lune de miel qui s'avère être violent, ou qui la respecte pas, ou qui court d'autres femmes en même temps, qui est multi amour, je sais pas quoi. Et, et là, le message qu'elle va dire, qu'elle va donner consciemment ou inconsciemment, c'est mon fils, mes fils, ne soient pas comme eux, ne soient pas comme mon père, ne soient pas comme ton père. Et à ce moment-là, ça enlève à l'enfant toute possibilité d'identification à une figure masculine. Alors, et il faudrait qu'il y ait, dès les plus jeunes âges, une autre figure masculine ou quelque chose d'autre qui s'est passé dans le, dans la, dans, dans le vécu de la mère pour corriger, par exemple, que la mère ait un amant qui soit un homme ou qu'elle divorce, ou qu'elle quitte son père et puis qu'elle ait, au cours de la croissance de l'enfant, un autre homme qui représente vraiment un masculin équilibré, protecteur, qui se pose, qui affirme, qui est capable de s'affirmer, tout ça, et dans la bienveillance et dans l'amour. Hein. Alors, la triangulation fondatrice père, mère, garçon est brisée. Hein. Et le garçon ne peut pas avoir, ne sait pas qui il est. Il ne peut pas être comme son père, il ne peut pas être comme son grand-père, mais qui est-il? Est-il un homme? Est-il une femme? Comment doit-il être
plaire à sa mère, et en même temps sa mère lui donne une place indue. Souvent, ce garçon devient le confident de la mère contre le père, et alors il se trouve mis à une place illégitime de partenaire alors qu'il a 5 ans, 6 ans, 10 ans, 15 ans. Il se trouve devenir le véritable partenaire. Il fait couple avec sa mère, mais c'est pas juste. Et parfois, c'est un des garçons qui assume ce rôle-là, et les autres garçons sont en conflit pour obtenir quelque chose de la mère. Et celui qui joue ce rôle peut être aussi l'objet de l'agressivité, du sadisme des autres frères. Enfin, j'ai connu tous ces cas de figure dans mon expérience de psychothérapeute. Et comment font ces hommes pour sortir de cette situation et retrouver une figure masculine, un exemple? Alors, parfois ils peuvent, parce qu'il y a eu dans leur environnement quelqu'un qui, tu vois, et puis parfois ils ne peuvent pas. Et c'est, je dirais, un des pis-aller. C'est délicat de parler de ça parce que euh, ça peut être comme culpabilisant, ça peut être une quête euh, de, de l'amitié masculine, mais aussi de l'homosexualité. L'homosexualité qui est une recherche, qui est sous certains aspects, hein, et là, moi je dirais que les homosexuels qui m'écoutent, c'est dans des cas que j'ai connus. Ça ne veut pas dire que tout le monde est comme ça et que je ne veux pas définir l'homosexualité. C'est un sujet bien trop vaste et bien trop délicat. Mais dans beaucoup d'homosexuels que j'ai eus en thérapie, donc qui n'étaient pas bien, s'ils viennent en thérapie, c'est qu'ils cherchaient un soutien. Donc je répète encore, je ne parle pas de tous les homosexuels. Mais le schéma existe que je ne peux pas être comme mon père, je n'ai pas d'image d'identification, je suis sous une sorte d'injonction de ma mère, ne sois pas homme comme eux, mais la mère n'a pas d'image. Si la mère n'a pas d'image interne, soit homme comme un tel ou un tel, et qu'ils soient vraiment des hommes construits, si ça là n'est pas présent dans le subconscient ou dans le conscient, mais dans le vécu de la mère à un niveau ou à un autre, eh bien, le garçon va être perdu, et il va chercher éperdument la trace du père. Il va chercher dans d'autres hommes une figure paternelle, compensatrice, ou une figure comme lui, de soutien, et c'est très de soutien mutuel. Il me semble que c'est ça qui se passe. Et à ce moment-là, c'est une quête qui fait que même dans l'inconscient, dès le départ, l'orientation sexuelle se définit. C'est très étrange puisque l'orientation sexuelle se définit avec d'autres hommes, et en même temps, il y a peur des femmes parce que le garçon qui est pris dans une telle relation avec sa mère est aussi dévoré par la mère, empêché de grandir. Donc, en même temps, il ne peut pas même envisager, ou les tentatives qu'ils font d'être avec une femme, c'est tellement difficile, douloureux, parfois terrorisant, que en même temps, alors ça donne des schémas extraordinaires, c'est qu'en même temps, un homosexuel peut être très bien avec des femmes, mais jamais dans l'intimité sexuelle. Et des femmes qui sont blessées, qui ont été abusées, n'auront pas peur d'un homosexuel parce que au départ, c'est évident que
je suis homosexuel et je ne veux pas de relation sexuelle avec toi. Donc la femme qui elle-même a été abusée va pouvoir devenir grande amie qui a peur des hommes, enfin, grande amie avec des homosexuels qui ne sont pas dangereux en tant qu'hommes, tu vois, Oui. d'énergie invasive, d'énergie excessive. Je voudrais te faire une question par rapport à ces mères qui se vengent sur le masculin. Dans le cas où elles ont des filles, est-ce qu'il y a un impact également ou est-ce que l'impact du coup est inexistant? Alors, premièrement, je n'ai pas encore parlé de la vengeance. Pour moi, ce que j'ai dit Ah, là, c'est dans le cadre de ça que se passe aussi la possibilité d'une vengeance. Et ça, c'est encore autre chose. C'est-à-dire que, et on reviendra, même tu me reformuleras ta question parce qu'elle a beaucoup de sens. Et c'est, comment dire, le, la femme peut aussi agir d'une façon abusive, mais vraiment violente envers ces garçons, comme une vengeance contre les hommes. Donc, à ce moment-là, il n'y a plus de relation d'affectivité, de faire couple avec son garçon ou ses garçons ou l'un de ses garçons. C'est vraiment là de l'abus direct. Alors, qui peut être de la violence physique, de battre, de dénigrer, d'invalider, d'écraser, pour que vraiment elle écrase le démon qu'est l'homme, quoi. Et c'est aussi, je peux le comprendre avec beaucoup de cœur, mais dans les actes, ça devient quelque chose de terrible. Je me rappelle d'un de mes clients il y a bien longtemps qui s'est sauvé de sa mère dès qu'il a pu à 13-14 ans, au début de l'adolescence, pour chercher protection à la gendarmerie. Et il a été retiré à sa mère pour les sévices qu'elle lui faisait subir, qu'elle lui faisait subir. Tu vois, c'est donc, ça existe. Et j'ai connu aussi là, clients là, où c'est la mère emmène ses garçons pour les faire circoncire, soi-disant pour question d'hygiène, mais quelques mois ou quelques semaines après que le père des enfants l'ait quitté dans un conflit. Elle emmène ses garçons se faire littéralement, enfin, psychiquement castrer, enfin, une sorte de castration, de revanche. Et le médecin finit par accepter de faire ça à ses enfants adolescents, préadolescents. Ça, c'est vraiment de la vengeance active. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je reviens à ta question, mais alors, qu'est-ce qui se passe pour les filles d'une mère comme ça? Eh bien, je pense que ce qui se passe va certainement être que la mère ne peut pas donner à sa fille une image positive de l'homme. Donc, la jeune femme va partir avec un handicap dans ses relations amoureuses. Quelle est l'image qu'elle porte de son père? Et si la mère n'a pas réussi à créer une relation positive avec un homme, la fille n'a pas, je dirais, d'ancrage, d'imprint, de programme qui lui permet d'aborder un homme avec tranquillité. Et à ce moment-là, c'est comment cette fille devenue femme, va pouvoir trouver des images d'identification positive qui sont différentes du père réel qu'elle a eu et de l'image du père qu'il y a dans la mère. Et c'est très imbriqué l'un dans l'autre parce que
Ce que j'ai dit de la mère par rapport au garçon, c'est vrai aussi du père par rapport à la fille. Donc, c'est tout l'imbrication, l'intrication de tout ça. Comme pour le garçon, si le père, bon, conflit avec la mère, etc., mais si le père a assuré une véritable présence, même au-delà de la séparation, et représente une image d'identification positive malgré les messages de la mère, il va pouvoir trouver son identité. Ça va être difficile, mais il va avoir plus facile que si le père était vraiment déficient et correspondait à l'image que la mère a de l'homme. Et dans l'autre sens, c'est pareil. Euh, quel, quel est qu'est-ce qui est devenu le père de la fille, hein? Et qu'est-ce qu'il a assumé, qu'est-ce qu'il a donné lui-même comme image euh, attractive du masculin. Tu vois, le message d'un homme à sa petite fille qui est tout en adoration devant son père et qui rêve, même papa, je veux te marier. Puis maman, elle est méchante. Et puis tu sais, à 2-3 ans, c'est ça. C'est moi qui vais te rendre heureux. C'est moi qui. Et le message tranquille d'un véritable père, c'est ma chérie, ma petite chérie, j'aime ta maman. Tu n'es pas en conflit, tu n'es pas en compétition avec ta maman. Je t'aime et je t'aime ta maman. Et il n'y a aucun problème. Et tu sais, moi je suis vieux pour toi. Mais toi, tu vas trouver un homme, tu vas trouver un garçon, tu vas trouver un homme avec qui tu vas pouvoir être amoureuse. Et tu pourras vivre un bel amour comme moi je le vis avec ta mère. Alors, à ce moment-là, il y a le parallèle, je pourrais redire le parallèle pour l'homme vis-à-vis de son père, de sa mère, etc. Ce que sa mère peut dire du père. Et à ce moment-là, il n'y a pas de problème. La petite fille peut être complètement amoureuse, en dévotion de cœur comme ça devant son papa, et ça va lui servir de tremplin pour rencontrer un homme et pour établir une relation qui s'installe dans la durée, qui s'installe dans la profondeur. Mm. Mais si le père est aux appelés absents, au numéro absent et encore bizarre, étrange dans son comportement avec les femmes, etc., en fait, s'il correspond à, à l'image qu'il a que la mère en a. Et c'est complètement complexe, parce que si en même temps euh, le père a une image des femmes aussi très détériorée en rapport avec sa propre mère, et qui se confirme avec sa femme, comment la fille peut trouver une identification constructive avec sa propre mère, tu vois. Et là, encore là, alors il y a le rôle de la fratrie. Est-ce que je vais trouver dans mes sœurs ou dans une sœur une image maternelle euh, ré, qui me rééduque, enfin reconstructive, ou bien les frères ou les sœurs sont des mixtes du père et de la mère dans leur comportement qu'ils ont envers moi, surtout si c'est des grands frères ou des grandes sœurs. Tu vois, il y a des sœurs qui peuvent jouer un rôle vraiment. Enfin, moi, je peux parler. Enfin, bon, c'est des gens de ma famille, je ne veux pas les nommer parce que s'ils m'écoutent. Mais il y a quand même quelqu'un, une femme qui dit ma sœur a été ma petite mère. Et ma mère qui était complètement inadéquate, eh bien, j'ai un respect immense pour ma sœur qui a tenu ce rôle et qui m'a permis de me construire en tant que femme. Hein. Donc tout ça, ça joue, c'est des schémas très simples Qui ont l'air et en complexes. même temps,
mais qui se déploie, qui se joue dans toutes des histoires particulières, spécifiques. Tu vois. Mm. Mais, mais les principes de triangulation et de l'équilibre père, mère et enfant, c'est ça le triangle, avec l'amour entre le père et la mère, et dont le fruit de l'amour, c'est l'enfant, et là, tout le développement est facilité. C'est jamais facile pour personne, mais c'est facilité, parce que chacun a son histoire authentiquement personnelle. Et, et c'est les déséquilibres de ce schéma. Donc, si on a vraiment ce schéma, et si je cherche à comprendre comment ça s'est passé pour moi, avec mon père, ma mère, mes parents entre eux, comment ça se passe et comment je revis cela, enfin, les dédales de tout ça, ben, ça peut être éclairé énormément. Là, voilà ce que j'ai le coup de dire là-dessus. Est-ce que tu as encore des questions complémentaires là-dessus? Non, parce que c'était très clair le fait que bah, justement il y a la mère qui peut se venger sur le masculin, mais aussi le père qui peut se venger en fait sur le féminin. Donc c'est vraiment l'image du mère et du père. Qu'est-ce qu'ils ont? Donc la mère, quelle est son image, et le père, quelle est son image, et ils vont le transmettre à l'enfant. Et ça fait un... Ah oui, mais là, j'ai un schéma là, qui me vient, qui est encore différent. C'est la femme enfin, la jeune femme qui se promène avec son père, mais c'est le langage de son père tout le temps, mais particulièrement qui est donc un homme qui fait continuellement des blagues salaces sur les femmes. Et quand il se promène avec sa fille, il dit, regarde ça, tu trouves pas qu'elle a l'air d'une pute? Tu regardes celle-ci, tu as vu qu'elle est laide, elle est grosse, tu as vu, voilà, tous les commentaires dans la rue, partout. Et, et sa fille, comment elle peut se sentir? Elle est à côté de son père, elle fait couple avec son père, mais elle est une femme. Quelle est son image de femme et comment elle est honorée en tant que femme? Il n'y a aucune femme qui est honorée. Et même sa mère est victime de blagues salaces de son père. Comment elle peut se construire? Et pourquoi son père est comme ça? Dans quelle histoire familiale lui-même est? Est-ce que en faisant ça, il se venge de son père, il se venge de son incompétence sexuelle envers sa femme ou de tas de choses? Et en quoi il a été abusé lui-même par sa mère ou dévoré par sa mère? Qu'est-ce qu'il cherche à rééquilibrer? Et c'est de génération en génération, c'est ça. Et puis alors, quand c'est encore, là je parlais dernièrement, enfin avec des femmes par rapport au cinéma maghrébin, les films, comment sont considérés, comment sont traités dans le cinéma du Maroc, de l'Algérie, de la Tunisie, les images féminines. Et là, j'en parlais déjà la dernière fois, mais dans chaque conditionnement, c'est pas seulement les abus dans la famille, c'est aussi toute je dirais, l'inadéquation entre le masculin et le féminin. Donc ça dépasse. Nos histoires singulières s'inscrivent dans des histoires millénaires, religieuses. Et ça, quand on pense que nous vivons encore pour beaucoup sous l'influence de traditions judaïques qui remontent à 4000 ans, chrétiennes qui sont dans la tradition judaïque et qui remontent à 2000 ans, et, et l'islam aussi se réfère à Abraham d'il y a 4000 ans, et aussi à, comment il l'appelle, je ne sais plus, Issa, je pense, pour Jésus, qui se réfère aussi à Jésus et Marie, et puis Mahomet, Mohammed, qui est du 6e siècle, je crois, quelque chose comme ça.
et que nous sommes encore dominés et menés par ces traditions et parfois par l'interprétation la plus rétrograde de ces traditions, Mm. qui portent quelque chose d'absolument valable les unes et les autres, mais quand même. Oui, et le féminin et le masculin sont portés et mis de façon pas forcément juste, on va dire. Et tu vois, dans le bouddhisme, le Bouddha, c'est 25 siècles. Hein. Eh bien, j'ai une amie qui s'appelle Jasmine, qui est reconnue vraiment comme une mystique. Vraiment, elle a même été élue présidente d'une association des religions de l'Inde, je pense, quelque chose comme ça, enfin, qui est reconnue à haut niveau et euh, qui est une personne, une vie intérieure extraordinaire et qui vit de prana, qui vit sans manger du soleil, de l'air, etc. D'un accès direct. Voilà. Bon. Et j'ai eu la chance de la rencontrer. Je peux dire que c'est une amie profonde. Vraiment, je suis honoré qu'elle m'ait donné cette amitié-là. Et elle nous racontait qu'elle a été dans un débat avec des moines bouddhistes tibétains Mm. et qui hochaient la tête, qui reconnaissaient tout ce qu'elle disait. Elle dit oui, enfin, dans l'échange, oui, eh bien, peut-être la vie prochaine, je pense que tu vas pouvoir renaître homme et devenir illuminé. Tu vois, Oui, l'égalité homme-femme n'est pas encore. n'est pas encore complètement établi, même chez les bouddhistes tibétains, les bouddhistes tibétains. Et moi, j'ai entendu dans le monastère tibétain qui est à côté de chez moi dire que un lama d'origine française dire publiquement dans son enseignement avec une centaine de personnes et dire ben oui, pour les femmes c'est plus difficile de réaliser à cause de leur attachement aux enfants. Donc c'est un obstacle. Et moi, j'avais envie de hurler, mais je dis, mais peut-être que l'amour d'une mère pour ses enfants, c'est peut-être quelque chose qui amène à la compassion du Bouddha et justement qui pourrait peut-être faciliter quelque chose que les hommes n'arrivent pas à sentir. Hein. Mais ça, c'est le poids du passé. Et comment euh, aller chercher la substantifique moelle de l'enseignement du passé sans tomber dans ces aberrations. Mm. Voilà, Oui, c'est ce que j'avais envie de dire à absolument. tous ceux qui écoutent.